Jeudi 18 janvier, Yorana, merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information. Voici le sommaire. Direction la métropole pour une centaine de patients du service oncologie de l'hôpital de Taoné. Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, l'un des 2 appareils de radiothérapie doit être remplacé par une machine plus performante. Deuxième tentative d'instauration d'un rahoui à Veirao, mais une partie des pêcheurs s'oppose au projet proposé. Il couvre une zone de 54 hectares pour 3 ans. Comment convaincre les réfractaires? On en parle avec le maire délégué, Jonathan Tariha, et notre invité ce soir. L'insertion par la menuiserie. Grâce à l'association Tetorea, des sans-abri apprennent le métier avec l'espoir d'obtenir une qualification diplômante. Et enfin, un jardin potager pour nourrir la cohésion d'équipe et créer du lien. C'est au MFR de Papara. Équipe encadrante et élèves se retrouvent ensemble dans le Fa'apu, un impact positif sur le bien-être à l'école. Le service oncologie de l'hôpital de Taoné va faire le grand saut. Pendant 4 mois, un seul appareil de radiothérapie fonctionnera au lieu de 2 habituellement. Depuis 1 an, les pannes sont récurrentes. Un nouvel accélérateur de particules plus moderne sera bientôt installé. Conséquence directe, une partie des patients se fera traiter en métropole. Cybèle Plichard et Jérôme Lee. Un masque pour une précision au millimètre près. En super-héros, Michel bénéficie à nouveau d'un traitement de radiothérapie pour combattre sa tumeur au cerveau. Pour l'équipe, c'est un jour un peu spécial. C'est la dernière fois que cette machine est utilisée. Le nouvel accélérateur de particules sera plus moderne. La rapidité d'installation, la rapidité de traitement, donc il va rester beaucoup moins longtemps sous la machine. Et pour nous, ce sera des images plus nettes. Les 2 machines actuelles ont été installées en 2010 à l'ouverture du nouvel hôpital. Face à des pannes récurrentes, il a fallu investir 380 millions de francs pour une machine standard, mais plus fiable et rapide. La nouvelle machine aura une table 6D où la table pourra bouger avec des rotations. On pourra effectuer de légères rotations pour pouvoir s'ajuster au patient, à la tumeur. Qu'est-ce que ça change ? C'est une meilleure précision dans le traitement, meilleure qualité des traitements. En quelques mois, le nombre de patients soignés quotidiennement a été divisé par 2. 30 à 40 par jour au lieu de 60 à 70. Les malades sont encouragés à se rendre en France pour éviter tout risque d'interruption de traitement. Ça ne vous dérangerait pas de partir? Non, pas déranger. Non. On n'a pas le choix. Une fois qu'on a cette maladie, on n'a pas vraiment le choix. Donc il faut accepter. Je préfère rester ici. Pourquoi? Parce que pour moi c'est difficile de quitter la famille. Moi j'ai quand même 64 ans et puis j'ai pas envie de m'en aller là-bas. On leur propose systématiquement l'Evasane pour pouvoir avoir le traitement dans des conditions, on va dire, optimales de sécurité en métropole. Après, si pour des raisons personnelles ou professionnelles ou pour des raisons tout simplement de fatigue, le patient souhaite faire le traitement sur le territoire, on a toujours un appareil qui est en fonctionnement et qui permet de traiter. Un appareil actuellement complètement révisé pour éviter les surprises, car il devra assurer seul les traitements jusqu'à la mi-mai. Ce sera ensuite à son tour d'être remplacé en 2025. Jeudi noir pour les policiers de la DTPN. Solidaires du mouvement national, les fonctionnaires ont manifesté à l'appel d'un groupe de syndicats emmenés par Alliance et UNISA Police. Les syndicats réclament notamment des garanties sur leur droit au congé d'été, des primes pour tous les agents jusqu'à 240 000 francs. En contrepartie de leur mobilisation pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques, ils demandent au ministre de l'Intérieur de respecter ses engagements. Jonathan Tehihipo nous en dit plus au micro de Jérôme Lee. On ait des consignes claires et précises sur l'organisation des Jeux Olympiques. Ça, on ne les a pas. Pour autant, ce qu'on a aujourd'hui comme information, c'est qu'on a un taux de présence exigé à 100%. Donc, autant dire aucun repos accepté, aucun congé, ce qui pourrait être problématique. Être problématique dans le sens où, n'oublions pas, derrière les uniformes, les matricules, il y a des hommes, des femmes, des pères de famille, des mères de famille qui veulent se projeter, s'organiser pour exercer leur mission dans les meilleures conditions possibles.
Rappelons qu'en Polynésie, la gendarmerie, comme la police, a pour objectif de doubler ses réserves d'ici les Jeux Olympiques. Une volonté et un objectif fixés par le ministre Gérald Darmanin. Et nous allons parler Jeux Olympiques d'abord avec vous, Jonathan Tariha Yorana. Yorana, merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors vous êtes vous aussi impliqué dans l'organisation de ces Jeux Olympiques. La police municipale sera évidemment mobilisés pour cet événement. Est-ce que tous vos agents seront mobilisés à 100%? Effectivement, nous sommes en pleine préparation pour les Jeux Olympiques. Ça nous demande également de pouvoir bien s'organiser pour que le mois de juillet, on ait un maximum d'agents, aussi bien de la police municipale, pour veiller au bon fonctionnement des Jeux Olympiques à Tairapou Ouest et Teopo surtout. Et en même temps, nous mettons tout en œuvre. On essaie et on collabore également avec l'État et le pays pour pouvoir assurer la sécurité. Et là, on tient des réunions de travail avec le commissaire. Donc, on nous rassure également qu'il y a vraiment une partie de sécurité pour les Jeux Olympiques. Et là, maintenant, à 189 jours de l'événement, est-ce que vous constatez que vous avez les moyens humains nécessaires pour organiser l'événement? Parce qu'à Veirao, vous organiserez aussi des événements dans votre commune. C'est vrai que l'effectif actuel que nous avons pour Tairapou Ouest, on en demande, puisque ce n'est pas évident pour ce service d'assurer pleinement le service en pleine nuit, surtout, puisque c'est là où on a besoin de la sécurité pour notre population. Et on fait partie également des demandeurs pour rassurer un peu aussi notre équipe et qu'on puisse renforcer cette équipe municipale, puisque dans la semaine, nous avons le nombre de populations que nous avons actuellement sur Tairapou Ouest, mais en week-end, ça multiplie par 2 et là, on a besoin de renforts puisque c'est important. Et qu'est-ce que ça serait le jour où on aura les Jeux Olympiques? Forcément, derrière, on aura besoin de soutien par rapport à ce service. Merci beaucoup pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous juste après, puisque un Rahui verra peut-être bientôt le jour à Veirao. Le projet, en tout cas, ne fait pas l'unanimité. La commune propose d'interdire la pêche dans un espace de 54 hectares. Si les pêcheurs sont favorables à la protection des espaces lagonaires, la zone définie pourrait impacter leur activité. Le reportage à la presqu'île de Mélissa Chang et Eva Luvra. Pêcher, écailler et vider les poissons pour ensuite les vendre au marché de Papeete, Varine vit au rythme des saisons de ponte de poissons. Pêcheuse à Veirao depuis son plus jeune âge, ce lagon est à la fois son garde-manger et son gagne-pain. Varine a toujours été en faveur du Rahui. Pourtant, elle estime que la future zone dédiée n'est pas adéquate. Ils veulent le mettre là où il y a une entrée de poissons. Chose que nous, il y a des pêcheurs qui vont tout le temps à cet endroit-là pêcher. Et enfin, nous, on appelle ça comme un avava en thaïsien. C'est une entrée de poisson. Et ensuite, il y a des petits hoa à côté, aussi des entrées de poisson. Ils veulent le mettre là-bas. On n'est pas contre le Rahui, c'est seulement de chercher un autre endroit. Le problème ne date pas d'hier et le constat est clair. Plusieurs pêcheurs attrapent des poissons de petite taille et en grand nombre. Résultat, les espèces n'ont pas le temps de se reproduire et le lagon se vide de sa ressource. Il faut le mettre en place. C'est nécessaire en fait parce qu'il y a une protection de nos poissons. Bon, je parle pour ma cause parce que j'habite en bord de mer. Et donc quand je vois le soir des personnes venir le soir faire la chasse sous-marine, je sais que c'est un massacre de poissons. Là, il faut mettre en place des Rahui, oui, tout à fait. Le projet de Rahui de la mairie de Veirao prévoit de s'étendre sur 54 hectares dans la fosse passe de Te Ava-Motu. Il devrait coûter entre 300 000 francs et 1,5 million. On propose un Rahui de 50 hectares, de 54 hectares. C'est à peu près 6% du lagon total de Veirao. Et en termes de masse corallienne, c'est à peu près 15%. Donc c'est vraiment une partie infime du lagon qu'on voudrait ressourcer. Et c'est très très rare d'avoir l'unanimité autour d'un projet. 100% autour d'un projet, c'est rare. Par contre, ce que je peux dire, c'est de nous juger au terme de 3 ans de Rahui. Et on verra quelle décision prendre.
Selon Thierry Tamata, si le projet est accepté en Conseil des ministres, le rahui de Veirao devrait voir le jour au mois de juillet. Jonathan Tariha, on vient de l'entendre, les pêcheurs ne sont pas contre un rahui, mais souhaitent que la zone choisie soit modifiée. Est-ce que vous êtes prêt à revoir votre projet ? Oui, donc ce qu'il faut rappeler également, puisque ça fait partie justement de notre profession de foi lorsqu'on nous sommes venus en campagne, et nous débutons justement ce projet du rahui, puisqu'il est important d'écouter les acteurs principaux. Nous avons tenu une réunion, en même temps on avait entendu justement les doléances des pêcheurs, et je pense que nous ne sommes pas fermes de ce qui est prévu par la commune. Donc s'il faut ajuster parce que les pêcheurs voient qu'il y a vraiment quelque chose, on est là pour en discuter et de les entendre surtout et d'appliquer en fonction aussi de leurs besoins, parce qu'on ne pourra pas partir seul. Et derrière, il y a aussi la mise en place du programme, du périmètre de sécurité. Il y a toute une procédure aussi à suivre. Maintenant, on a besoin du soutien unanime des pêcheurs, et c'est l'objet justement aussi de pouvoir consulter. Et aujourd'hui, nous sommes juste à la base du projet. Votre campagne d'information justement ne mobilise pas vraiment les foules. Vous pensez vraiment que à force de discuter avec les acteurs concernés, vous allez finir par être soutenu? Je pense qu'il fallait peut-être aller plus proche, puisque la première réunion tenue, c'était à la mairie. C'est peut-être difficile pour la population de se déplacer en soirée. Et je pense qu'avec l'équipe communale, nous allons nous déplacer dans les quartiers, faire des réunions de proximité. Et c'est important justement d'avoir le retour et d'entendre justement parce que quand on entend aussi un jeune en réunion nous dire que aujourd'hui, on a tendance à aller à la pêche sans regarder la lune, tout ça. Donc, il y a plusieurs, comme on dit, étapes hors des tupuna. Aujourd'hui, il y a aussi ça qu'il faut tenir en compte. Et en même temps, lorsqu'il n'y a pas de poisson, on pense qu'on est pauvre en poisson dans le lagon de Veirao. Donc, certainement, on va avoir de cette manière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, par moment, il y a une lâchée de poissons, tout ça. Il faut s'adapter avec la nature. Mais il y a aussi la question de la surveillance qui se pose aujourd'hui. Est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour surveiller la zone de rahui, ou est-ce que vous comptez sur la communauté? Je pense qu'on n'est pas encore à cette étape. Mais par contre, oui, effectivement, nous avons besoin justement d'être accompagnés, parce que c'est aussi un moyen de pouvoir pérenniser le projet, puisqu'on part sur 3 ans. Maintenant, avec les aides qui existent, aussi bien au niveau du pays et de l'État, donc c'est de pouvoir les avoir et de bien faire les choses. Et donc, quand est-ce que vous prévoyez de déposer ce projet de loi, en tout cas ce projet de rahui au Conseil des ministres? On n'est pas encore prêt de le déposer d'ici. Donc, on est toujours sur la période consultative, et cette période-là est assez importante, parce qu'on ne pourra pas faire des choses comme ça. Mais par contre, il y a ce besoin de pouvoir mettre en place ce projet, et ça en profiterait également aux enfants scolarisés d'avoir un projet pédagogique sur cet espace. Donc, et la consultation s'arrêtera quand alors? Je pense qu'on va prendre un bon temps pour consulter nos pêcheurs, puisque avec les Jeux Olympiques, avec beaucoup de travaux dans la commune, on essaiera de s'adapter. Donc je pense que sur le trimestre, on aurait certainement un petit retour de ces consultations. Merci beaucoup, Jonathan Tariha, pour toutes ces explications. Ce soir, je rappelle que le projet de rahui doit couvrir une surface de 54 hectares, soit 6% du lagon de Veirao. Après 4 mois de direction, Orei Omanate Ururei démissionne de l'Office polynésien de l'habitat, car il ne serait pas soutenu par la majorité des agents de l'Office dans la réalisation de ses missions, comme la réduction drastique des dépenses. Rappelons que le jeune cadre avait été nommé en septembre dernier pour remplacer Yann Jambé, dont la nomination avait causé des dissensions au sein du parti indépendantiste. C'est un premier pas vers l'emploi grâce à l'association Tetoria. Des sans-abri volontaires apprennent le métier de menuisier en fabriquant des meubles à partir de palettes de bois. Bancs, tables ou sommiers de lit, ils sont une quinzaine à avoir choisi l'atelier de jour plutôt que de flâner dans la rue. On voit cela avec Kaline Yénard et Nicolas Suir. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. L'adage prend vie dans cet atelier grâce aux mains apprenties de ces personnes sans abri.
En 2 semaines, Roméo a construit plusieurs portants pour suspendre des vêtements et quand il a fini ses commandes de la journée, il peut s'atteler à son projet personnel. Par exemple, voilà quoi, mon placard à linge. Oui. Vous avez utilisé quoi? Une machine à laver. Et des palettes? Et des palettes pour faire un placard quoi. Oui. Et voilà le résultat. Bon, ça fait 2 semaines. Oui, 2 semaines que je prépare la formation. C'est pour moi, donc plus tard. Peut-être il y a des entreprises qui vont embaucher quoi. J'espère bien quoi. L'espoir fait vivre, dit-on. En tout cas, Freddy y croit aussi. Il a acquis les bases du métier de menuisier en seulement 2 semaines. Il sait désormais découper et assembler du bois pour en faire des jardinières et même des pots de fleurs. Je suis en couple et j'ai une femme. J'essaie aussi de m'en sortir, et moi et ma femme, de montrer les gens à mes amis et de partir aussi un jour de là, de ne pas rester comme ça. Avec ce travail, on peut avancer. Grâce à cet atelier, l'association Tetorea a réussi la première étape de la réinsertion de ces personnes sans domicile fixe. Mais la formation actuelle n'aboutit pas encore à un diplôme, car pour cela, l'association a besoin d'aide. Une convention avec le pays, avec le CEPI, ce serait déjà un atout. Et ensuite de pouvoir travailler avec le reste des entreprises, des sociétés qui veulent bien soutenir justement l'association Tetorea dans ce projet d'insertion par l'activité économique. Un projet écolo, mais qui peut aussi vous faire des économies. Comptez entre 2 000 et 15 000 francs pacifiques pour ces meubles et objets sur mesure, commandés par des particuliers. Les premières assises de l'archéologie devraient permettre de structurer la discipline. Elles se sont terminées aujourd'hui. Durant 3 jours, les acteurs ont proposé des solutions pour mieux protéger et gérer les sites archéologiques du pays ou encore pour mieux les valoriser. Mais il était d'abord nécessaire de faire un état des lieux de la situation, nous dit Hinanui Koshwa, la directrice du musée des îles, répond à Mirko Vanfo. Un des aspects importants qui a été mis en avant pendant ces assises, c'est vraiment faire un bilan de la situation aujourd'hui. Et on a mis en lumière ce qu'on sait déjà, c'est le manque de moyens humains cruel. Nous n'avons pas suffisamment d'archéologues dans le pays, que ce soit des archéologues en poste actuellement à la direction de la culture et du patrimoine ou des prestataires privés. Et c'est quelque chose d'important que l'on doit développer. Il faut que le pays mette en place des formations spécifiques pour être archéologue ou technicien de l'archéologie ou du patrimoine, car à l'heure actuelle, on n'a pas sur le territoire, nous n'avons pas en fait de formation. Si on veut devenir archéologue, en clair, on est obligé de partir, que ça soit en métropole ou à l'étranger, et il serait temps que le pays se donne en fait les moyens de formation pour avoir ces archéologues en nombre suffisant. Escala Taha, où l'équipe communale souhaite construire une nouvelle mairie, installer des panneaux photovoltaïques et offrir de l'eau potable à ses habitants. Des projets exposés au haut-commissaire en déplacement sur l'île. Au programme, échange avec les élus communaux, visite de plantations de vanille et de la distillerie de Rome. Eric Spitz nous en dit plus au micro de Hiti Manaki. Madame le maire nous a exposé ses projets. L'État a aidé la commune à hauteur de 260 millions de francs pacifiques au cours des 3 dernières années. Il se trouve qu'elle a encore un certain nombre de projets à mener au bout qui correspondent à nos priorités, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Il y a la pose de panneaux photovoltaïques, elle veut poursuivre ses projets. Elle a également des ambitions dans le domaine de l'eau. Il y a une déclaration d'utilité publique qui est en cours de manière à pouvoir approvisionner en eau Taha. Et puis il y a d'autres projets qui ont trait à l'immobilier. Alors moi je l'ai rassuré. Parce que nous avons 2 nouveaux fonds. Le fonds vert, le fonds Macron, le fonds de transition énergétique. Nous avons d'autres outils, les 3IF, la DETR. Et nous sommes en train de signer aussi des contrats et de négocier des contrats de développement avec le pays. Et bien évidemment, des projets de la commune de Taha entraient dans le précédent contrat et d'autres pourraient entrer dans le suivant. Des îles sous le vent, nous partons aux Australes. L'île de Reivava n'a pas accueilli énormément de touristes durant la période des vacances de Noël, mais beaucoup de résidents ont retrouvé leur famille pour vivre. Le Terimat Heiti traduisait le tour du Nouvel An, une coutume ancestrale qui veut qu'au passage de la nouvelle année, chaque foyer soit ouvert à l'autre. Il est question d'accueil, mais aussi d'échange dans un respect mutuel sur un fond de vie communautaire. On écoute cette réaction recueillie par Arthur Thierry. Pour les fêtes de fin d'année qui se sont passées ici à Reivava, nous avons eu énormément de personnes qui sont arrivées.
Donc il faudra compter à peu près en quantité, c'est à peu près 400 voire 500 personnes en plus sur l'île. Hein. Donc ce qu'il faut dire, c'est que cette année, on voit moins de touristes, peut-être parce que le TG a été annulé pour cette année. Mais par contre, les résidents et surtout les personnes originaires de Gaïva qui maintenant habitent sur Tahiti sont revenus. Ils sont venus pour passer les fêtes avec leur famille. Et ça, c'est que de la joie pour nous. Hein. Au chapitre culturel, le 21e FIFO vous proposera 10 films en compétition. Nuit de la fiction, fenêtre sur cours, soirée spéciale compétition, programme scolaire et professionnel, ateliers et rencontres. Cette nouvelle édition revient de plus belle avec un programme de grande envergure. Elle se tiendra du 2 au 11 février prochain. Et le jury sera présidé par la néo-zélandaise Briar Grace Smith. Enfin, petit tour dans la cour de la maison familiale rurale de Tharou à Papara. L'établissement a décidé de créer un jardin potager pour renforcer la cohésion sociale entre les professeurs et les élèves. Un concept qui fonctionne, comme vous allez le voir dans ce reportage de David Chang et Mirko Vanfo. Ces élèves sont là parce qu'ils ont choisi d'exercer un métier manuel. Pour Richie, cette journée cohésion, c'est un moyen de se sentir utile. Oui, carrément. Je préfère travailler dans le FAPU qu'aller écrire et perdre du temps. La plupart n'ont pas encore décidé du métier qu'ils souhaitent exercer. Ils voient plutôt l'agriculture comme une corde de plus à leurs arcs. Comme le pâté, faire réparer les lumières, tout, les câbles, tout. Et je connais quelques trucs dans le FAPU, mais après électricien, c'est ailleurs, au lycée, je vois. Pas maintenant, mais maintenant FAPU. Cette journée est une aubaine pour Wenda, qui fait sa première année dans l'établissement. La maison familiale rurale lui a permis d'explorer davantage le métier de professeur. Ici, l'accompagnement est personnel, parfois psychologique, mais avant tout professionnel. On les accompagne pour pouvoir trouver un métier qui leur correspond. Là, en l'occurrence, c'est un cursus professionnel et agricole. Donc, on va les encourager à pouvoir trouver un métier qui soit en correspondance avec ce qu'on leur enseigne. C'est la 3e année que ce temps d'échange et de partage est proposé. Il permet aux professeurs de comprendre les aspirations de leurs élèves et d'adapter leur enseignement. Ça améliore les relations, on a constaté ça sur des CAP. C'est pour ça que cette année, on fait sur les 4e, 3e. Ils sont plutôt contents de voir qu'il y a tout le monde qui peut aussi aller dans le FAPU. Ce n'est pas que le directeur qui est dans la salle ou les secrétaires ou un professeur de français ou de tahitien qui vient aussi travailler avec eux. Et les professeurs arrivent plus facilement à connecter ce que vont comprendre, ce que font les jeunes et rattacher les jeunes dans l'enseignement général. C'est-à-dire que ils vont trouver du lien avec ce que font les jeunes, ce qui les intéresse, sur des matières qui ne les intéressent pas trop. Cette année, 86 jeunes sont inscrits à la MFR de Papara. Là-bas, ils apprennent de façon différente, souvent par des exemples concrets, une manière d'enseigner qui va de pair avec le système d'alternance qui prévoit 2 semaines de stage en entreprise sur 3. C'est ainsi que se referme ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce jeudi soir. Le service oncologie de l'hôpital va faire le grand saut. Pendant 4 mois, un seul appareil de radiothérapie fonctionnera au lieu de 2 habituellement. Depuis 1 an, les pannes sont récurrentes. Un nouvel accélérateur de particules plus moderne sera bientôt installé. Conséquence directe, une partie des patients se fera traiter dans l'Hexagone. Votre quotidien fait sa une demain sur la Commission des affaires étrangères du Parlement de l'Azerbaïdjan qui recommande des mesures pour reconnaître l'indépendance de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse. Dans vos écrans ce soir, la suite de votre série télévisée Queen Sugar, puis retrouver un jeu télévisé dans lequel 40 candidats s'affrontent en s'amusant sur la culture des années 80 autour de 20 questions. Merci de votre fidélité à votre chaîne publique. J'ai été très heureuse de vous accompagner ces derniers jours. Vous retrouverez Suliane Favnek ce week-end, puis Cybèle Plichard dès lundi. Je vous souhaite un très bon week-end en avance. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.